Il y a environ 9000 ans, dans ce qui correspond aujourd'hui à la région du Pakistan, s'est épanouie l'une des civilisations les plus anciennes de l'histoire humaine. Connue sous le nom de civilisation de la vallée de l'Indus, cette société, autrefois appelée civilisation arapéenne, marquait un jalon dans le développement de l'urbanisation et de l'ingénierie précoce. Les habitants de cette région avaient conçu des systèmes sophistiqués d'approvisionnement en eau, des maisons à plusieurs étages et des piscines bien avant que d'autres cultures ne maîtrisent de telles techniques. Pourtant, malgré leur avancée technologique, la civilisation de l'Indus n'était pas connue pour son bellicisme. Contrairement à d'autres contemporains de leur époque, tels que les anciens Égyptiens ou les Mésopotamiens, ils n'ont laissé aucune trace d'une guerre majeure ou d'une expansion militaire dans leur histoire. Cependant, vers 1300 avant notre ère, la civilisation de l'Indus a connu un effondrement soudain et mystérieux. Les vestiges archéologiques témoignent de destructions massives et de dégâts incendiés, laissant derrière eux des villes fantômes jonchées de cendres et de ruines. Des théories controversées suggèrent même que cette fin abrupte pourrait être due à une catastrophe naturelle ou à un événement plus dramatique comme une explosion cataclysmique, alimentant des spéculations sur l'utilisation potentielle d'armes avancées pour l'époque, voire une forme primitive de technologie nucléaire. Il y a 2 siècles, l'explorateur Charles Mason découvrit les premiers vestiges de cette ancienne civilisation dans la province actuelle du Pendjab, au Pakistan. Les fouilles ultérieures à Rabat, l'une des capitales de l'Indus, révélèrent une histoire qui remonte à l'âge du bronze, vers 2600 avant notre ère, avec des preuves d'habitat encore plus anciens remontant au 7e millénaire avant notre ère. À son apogée, cette civilisation s'étendait sur une vaste étendue de terre, couvrant environ 1 million de kilomètres carrés, une superficie comparable à celle de la Bolivie moderne. La prospérité de la civilisation de l'Indus se reflétait dans sa population, qui aurait atteint près de 5 millions d'habitants à son apogée. Ce chiffre dépassait de loin la population combinée de ses contemporains de l'époque, tels que la Mésopotamie, l'Égypte antique et la Chine ancienne. Des fouilles plus récentes ont révélé l'existence d'une autre grande ville, Mohenjo-Daro, dont le nom signifie littéralement la colline des morts. Cette cité, abritant environ 35 000 habitants au 2e millénaire avant notre ère, était un centre d'innovation pour son temps. Les fouilles ont mis en lumière des avancées impressionnantes comme des systèmes de drainage sophistiqués et des toilettes intégrées dans les maisons, avec des conduits pour l'évacuation des eaux usées. La ville elle-même était divisée en 2 parties distinctes, la citadelle surélevée avec ses structures administratives et religieuses, et la ville basse résidentielle organisée selon un réseau de rues orthogonales. Ces découvertes archéologiques continuent d'émerveiller et de susciter des questions sur la vie quotidienne, les croyances religieuses et les mystères entourant la chute brutale de cette ancienne civilisation. Pour se passionner par les civilisations anciennes, les tablettes d'émeraude de Tough offrent une fenêtre fascinante sur ces temps anciens. La civilisation de l'Indus possédait également son propre système d'écriture énigmatique. Les archéologues ont découvert des tablettes en céramique, souvent appelées sceaux, ornées de représentations variées d'animaux, de divinités et de symboles. Malheureusement, ces écrits restent encore indéchiffrables à ce jour. On sait seulement que les Indus écrivaient de droite à gauche, mais la signification précise de ces hiéroglyphes et l'usage des tablettes demeurent un mystère profond. Ce n'est là qu'un des nombreux puzzles laissés en héritage par cette civilisation ancienne. La ville de Mohenjo-Daro, l'une de leurs plus grandes métropoles, était entourée d'une imposante muraille. Les historiens supposent que cette fortification visait à protéger les habitants non pas contre des attaques ennemies, mais contre les inondations dévastatrices qui pouvaient ravager la région. Étonnamment, malgré leur absence d'armée ou d'armement connu, les Indus n'étaient pas isolés mais s'adonnaient à un commerce actif avec leurs voisins. Vers 2600 avenue Jésus-Christ, des tablettes mésopotamiennes ont même mentionné des échanges commerciaux avec une terre lointaine, apportant de l'or, de l'argent, du cuivre et de la lapis-lazuli vers la Mésopotamie. Cette prospérité apparente soulève une question intrigante. Pourquoi une civilisation aussi riche n'a-t-elle jamais été la cible d'invasions extérieures au cours de son existence? Il semble que les dirigeants indus maîtrisaient l'art de la diplomatie bien avant notre ère. Ce concept n'est pas étranger à notre époque moderne, où des exemples historiques comme celui du président américain Jimmy Carter parviennent à résoudre les conflits internationaux par la négociation plutôt que par la guerre.
Pourtant, même cette habileté diplomatique n'a pas protégé la civilisation indus de son destin tragique vers 1300 avenue Jésus-Christ, lorsqu'elle a brusquement disparu de manière inexplicable. Ce qui reste aujourd'hui ne sont que des vestiges de villes en ruine et des tablettes énigmatiques. Les théories sur leur disparition abondent, mais aucune ne peut être définitivement prouvée. Certains chercheurs pointent du doigt la rivière Sarasvati, qui aurait pu se tarir, provoquant une sécheresse dévastatrice qui força les Indus à migrer vers les plaines fertiles du Gange, où ils se fondirent peu à peu avec d'autres cultures au fil des siècles. D'autres théories avancent que la déforestation massive pour la production de briques aurait transformé la région en désert, provoquant l'effondrement des ressources agricoles et finalement l'abandon des villes. Des épidémies telles que le choléra ou le paludisme sont également évoquées comme possibles causes de leur déclin rapide. Cependant, aucune de ces hypothèses n'a encore été confirmée par des preuves archéologiques concluantes. Ainsi, le mystère entourant la disparition de la civilisation de l'Indus continue de fasciner et d'inspirer de nouvelles théories et recherches, offrant un aperçu captivant dans les vicissitudes de l'histoire ancienne. En fait, la rivière Sarasvati pourrait bien s'avérer être plus qu'une simple légende issue des épopées anciennes. Bien que son existence physique demeure incertaine, les récits mythologiques indiquent son importance culturelle et historique profonde. D'autre part, les découvertes archéologiques fascinantes à Mohenjo-Daro ont révélé des aspects troublants de la vie quotidienne dans cette ancienne cité. En 1922, lors de fouilles approfondies à Mohenjo-Daro, des archéologues ont mis au jour les restes macabres d'environ 40 individus dans la ville basse. Ce qui rend ces découvertes encore plus sinistres, ce sont les positions étranges et contorsionnées des squelettes, suggérant une mort soudaine et peut-être violente. Cependant, cela ne constituait qu'une partie du mystère. En 1977, le chercheur David Davenport a effectué une étude approfondie du site et a fait une découverte encore plus troublante. Un cratère d'une 50aine de mètres de diamètre, où toutes les roches semblaient avoir fondu pour former une substance vitreuse. Les températures nécessaires pour un tel phénomène sont estimées à au moins 1500 degrés Celsius, évoquant une explosion d'une puissance quasi nucléaire. Les preuves continuent de s'accumuler. Des archéologues travaillant dans l'état du Rajasthan, à seulement 700 km de Mohenjo-Daro, ont découvert une couche de poussière radioactive. Cette trouvaille soulève la possibilité qu'un nuage radioactif ait parcouru cette distance après une explosion potentiellement nucléaire. De plus, des traces de radiation ont été détectées directement dans les restes humains excavés, indiquant des niveaux 50 fois supérieurs à la normale. L'épopée ancienne indienne du Mahabharata, quant à elle, décrit une explosion d'une puissance lumineuse comparable à celle de 10 000 soleils, capable de détruire des nations entières. Tous ces indices convergent vers la possibilité d'une explosion nucléaire à Mohenjo-Daro, bien avant l'ère des centrales nucléaires et des armes modernes. Cette hypothèse soulève la question: comment une telle technologie aurait-elle pu exister à cette époque reculée? Pour explorer cette énigme, nous pouvons nous tourner vers l'incident du gisement d'uranium de Oklo, au Gabon, en 1972. Là, les travailleurs d'une usine de traitement d'uranium en France ont découvert des différences significatives dans le minerai extrait, révélant une variation dans la quantité d'uranium-235. Ce type d'analyse pourrait éventuellement offrir des pistes sur la présence d'uranium dans les zones concernées, aidant ainsi à élucider les mystères profonds de Mohenjo-Daro et de son éventuelle fin tragique. Le gisement d'uranium de Oklo, au Gabon, a révélé un phénomène fascinant. Une fission spontanée de l'uranium, processus extrêmement rare qui s'est déroulé sur une période de 500 000 ans. Environ 10 tonnes d'uranium-235 ont été déplacées dans ce réacteur nucléaire naturel, offrant un modèle potentiel pour comprendre les événements mystérieux qui pourraient avoir affecté la civilisation de l'Indus, notamment une hypothétique explosion nucléaire. Cependant, une simple explosion nucléaire ne suffit pas à expliquer les récits transmis par le Mahabharata. Ce texte ancien décrit non seulement une explosion puissante, mais aussi l'utilisation d'une arme dévastatrice. Les descriptions détaillées incluent les effets post-explosion, perte de cheveux et d'ongles chez les survivants, contamination du sol et de la nourriture. Ces détails suggèrent une technologie bien plus avancée que ce que l'on pourrait attendre à cette époque ancienne. Il y a environ 1000 ans après la disparition de la civilisation de l'Indus,
un souverain astucieux de l'Empire Maurya a émergé pour prendre le pouvoir. Convaincu que les connaissances secrètes du passé pourraient menacer son empire, ce souverain, Ashoka, décida de créer une société secrète. Les 9 inconnus furent ainsi réunis, chargés de compiler 9 livres renfermant des savoirs révolutionnaires couvrant des domaines aussi divers que la microbiologie, la cosmologie, la physiologie, la gravité, la sociologie, la propagande, la communication par la lumière et l'alchimie. Les connaissances contenues dans ces ouvrages étaient réputées être en avance sur leur temps, et même au-delà. Par exemple, le livre de physiologie décrivait une technique connue sous le nom de toucher de la mort, précurseur supposé de certaines pratiques martiales telles que le judo. Un autre livre abordait la communication avec des extraterrestres, tandis qu'un troisième traitait de l'utilisation de la lumière comme arme en Chine, un concept qui préfigure les recherches modernes sur la gravité et l'antigravité. Plus intriguant encore, les 9 inconnus semblaient posséder une compréhension avancée des radiations et de leur utilisation pratique. Dès 1879, l'écrivain français Louis Jacoliot avança dans son ouvrage Sciences occultes en Inde que l'un des livres des 9 inconnus décrivait une méthode d'assainissement de l'eau basée sur l'exposition aux radiations. Cette théorie fut appuyée par des observations sur le Gange, où malgré la pollution généralisée, les eaux semblaient miraculeusement purifiées, un phénomène qui intrigue encore les chercheurs contemporains. Ainsi, les 9 inconnus représentent non seulement une énigme historique, mais aussi une source de savoir avancé et parfois inexpliqué qui défie les limites de la compréhension humaine à travers les âges. Ces légendes continuent de susciter la curiosité et l'admiration, tout en offrant des perspectives sur les mystères profonds de notre passé lointain. Prenez par exemple le professeur Deep Bhargava, éminent hydrologue à l'Indian Institute of Technology Rockies. Selon ses recherches approfondies en hydrologie, il est clair que la composition de l'eau du Gange est exceptionnelle. Contrairement à d'autres rivières, souvent peuplées de micro-organismes qui consomment l'oxygène, le Gange présente une concentration en oxygène 25 fois supérieure à la normale. Cette particularité intrigue les scientifiques, car elle suggère une capacité unique à désinfecter l'eau, bien que le mécanisme précis reste un mystère pour la science moderne. Si l'hypothèse selon laquelle les 9 inconnus possédaient une connaissance avancée des radiations s'avère vraie, il n'est pas improbable qu'il ait pu préserver ces informations à travers les siècles. Cette connaissance aurait pu être utilisée de manière ingénieuse par les anciennes civilisations, y compris la civilisation de l'Indus, notamment pour des applications telles que l'assainissement de l'eau. Mais il y a une possibilité encore plus intrigante, l'existence hypothétique de prototypes d'armes nucléaires au sein de la civilisation Indus. Cette théorie pourrait expliquer plusieurs anomalies historiques, comme l'absence apparente d'une armée structurée ou de fortifications défensives à Mohenjo-Daro. Pourquoi investir dans la défense traditionnelle quand une arme pourrait potentiellement neutraliser toute menace? Cependant, une question persiste. Pourquoi un cratère post-explosion aurait-il été découvert dans l'une des principales villes de la civilisation de l'Indus? Cela soulève la possibilité que les armes nucléaires aient également été utilisées par les adversaires contemporains de l'Indus, contribuant ainsi à leur déclin. Les réalisations des civilisations anciennes de l'Inde défient souvent l'imagination moderne. Par exemple, les épopées locales décrivent des engins volants connus sous le nom de Vimana, capables non seulement de voyager à travers le ciel, mais aussi, selon certaines croyances, dans l'espace. La première mention de ces chars volants remonte au Ramayana, une épopée antique datant de 800 à 300 avenue Jésus-Christ. Les Vimana étaient des aéronefs de forme pyramidale avec une base ronde, divisée en plusieurs niveaux internes, dotés de hublots et surmontés d'un dôme. Selon les récits, ils volaient à une vitesse éclair et émettaient un son mélodieux. Certains temples anciens présentent des similitudes frappantes avec ces descriptions d'engins volants, suggérant que les constructeurs pourraient avoir été inspirés par des observations célestes. Le professeur Dilip Kumar Kanjilal du Calcutta Sanskrit College, spécialiste des langues anciennes, va même plus loin en suggérant que les Vimana auraient pu être propulsés par des moteurs à vortex de mercure. Selon cette théorie, la chaleur générée par le mercure pourrait actionner des turbines, fournissant ainsi la puissance nécessaire pour le vol. Le Mahabharata, quant à lui, raconte l'histoire d'un Vimana propulsé par la foudre,
capable non seulement de voler, mais aussi d'atteindre les strates supérieures de l'atmosphère et peut-être même l'espace lui-même. Ces récits suscitent à la fois fascination et débat parmi les chercheurs, explorant la frontière entre le mythe et la réalité dans l'ancienne Inde. Les mystères entourant les connaissances et les réalisations des civilisations anciennes de l'Inde continuent de captiver l'imagination moderne, offrant des perspectives uniques sur notre passé et sur les possibilités technologiques que nous avons peut-être sous-estimées. Les légendes anciennes de l'Inde regorgent de récits fascinants sur les Vimana, des machines volantes dont les dieux se servaient pour affronter les démons, même sur la Lune, comme décrit dans le Ramayana. Bien que ces histoires soient souvent considérées comme des mythes, des artefacts curieux découverts sur la Lune alimentent la spéculation. Par exemple, lors de la mission Apollo 14 en 1971, des échantillons de roches lunaires ont été ramenés sur Terre, parmi lesquels un fragment intrigant qui s'est avéré provenir de notre planète il y a environ 4,5 milliards d'années, selon David Craig du Lunar and Planetary Institute à Houston. Comment une telle roche a-t-elle abouti sur la Lune reste un mystère, bien que l'hypothèse la plus plausible soit qu'elle a été éjectée lors d'un impact de météorite il y a environ 150 millions d'années, alors que la Lune était beaucoup plus proche de la Terre. Si l'on considère que les Vimana pouvaient réellement voler dans l'espace, cette idée ne semble pas si farfelue. Un parallèle contemporain peut être tracé avec la capsule Dragon de SpaceX, conçue pour transporter des humains et du fret en orbite terrestre. Sa forme rappelle étrangement celle des chariots célestes décrits dans les anciennes légendes indiennes, bien que dans ces épopées, les Vimana ne se limitaient pas seulement aux voyages spatiaux. Certaines de ces machines volantes étaient également conçues comme des armes redoutables, capables de larguer des projectiles dévastateurs sur les cités ennemies. Les récits les décrivent comme chargés de la puissance cosmique universelle, laissant derrière eux des traînées de fumée et des feux aussi brillants que des milliers de soleils. Un tel projectile aurait eu le pouvoir de détruire une civilisation entière. Bien que ces descriptions puissent sembler fantastiques, elles étaient pourtant bien intégrées aux anciennes épopées indiennes, témoignant de la fascination ancienne pour les voyages lunaires et les applications potentielles de l'énergie nucléaire, à la fois pacifique et militaire. Cela invite à réfléchir. Nos ancêtres croyaient-ils vraiment que le ciel était un dôme solide? En réfléchissant à ces récits, nous sommes invités à reconsidérer nos perceptions sur la compréhension ancienne du monde. Ces légendes illustrent une vision cosmique et technologique bien plus complexe que ce que l'on pourrait supposer à première vue. Elles révèlent une sagesse et une anticipation étonnantes, nous incitant à nous interroger sur ce que nous pensions savoir sur le passé et sur les limites de notre imagination humaine.